La première est d'ailleurs la seule rencontre de cet après-midi littéraire. C'est avec le livre Quand le repli identitaire rend aveugle, chronique d'un mariage confisqué. L'auteur de cet ouvrage est le professeur Fleur Nadine Ndjok, épouse Mvondo Mvondo. Elle est maître de conférences et chef du département des sciences et techniques de la communication à l'université d'Ibolova. Scientifique accomplie, elle consacre ses travaux de recherche à l'intelligence économique et au processus décisionnel au sein des organisations. Elle est également experte des dynamiques de l'influence et du lobbying. Elle mobilise dans cet ouvrage son regard de chercheuse pour décrypter à travers le destin de son héroïne, Ngotunde Manmout, les structures de pouvoir informel qui régissent le cadre matrimonial. Professeur Fleur Nadine Ndjok, bienvenue sur le point littéraire. J'allais ajouter rapidement épouse Mvondo Mvondo. Bienvenue sur le point littéraire, professeur. Merci Jean-Jacques, merci de me recevoir ici aujourd'hui. Vous comprenez pourquoi j'insiste? Parce que c'est peu banal de voir généralement les auteurs signer avec le nom de monsieur. Ce qui est tout à fait logique dans cet ouvrage. Vous comprendrez pourquoi. C'est à dessein en tout cas. C'est à dessein. Alors, aujourd'hui, vous nous présentez un livre sur cette table, mais il y a quelques jours, vous étiez à l'ESTIC pour proposer au grand public Quand le repli identitaire rend aveugle. Pour ceux qui n'étaient pas là, comment ça s'est passé? Effectivement, c'était le 15. Nous étions à l'ESTIC et le 18 à Ibolova. Et je peux vous rassurer que ceux qui n'étaient pas là ont manqué quelque chose de très, très important. L'atmosphère était conviviale et très humaine. Il faut dire qu'on vous a toujours, on a vu que vous avez d'autres publications, mais c'est dans votre domaine. Vous avez souvent écrit sur des questions économiques. Pourquoi partir directement parler de mariage, des questions conjugales? Avant d'être scientifique, on est une femme. Et étant une femme, on est mère et on vit dans une société qui rencontre également ces problèmes. Être chercheur ne veut pas simplement dire se consacrer à la science. Et encore que la science, nous sommes dans les sciences sociales, humaines et sociales. Donc il est question de regarder autour de nous et il est de notre responsabilité de pointer du doigt là où il y a un problème. Généralement, lorsqu'on parle de mariage, on parle de secret, on parle de... Il y a un seul mot qui revient, il faut supporter. Pourquoi vous avez décidé de briser le silence autour de la question matrimoniale? Point de vue féminin. J'avoue que traditionnellement, c'est le cas. Quand on parle de mariage, le mariage rime avec silence, le mariage rime avec secret, le mariage rime avec... il faut supporter. Mais le mariage rime aussi avec soutien. Le mariage rime avec protection. Oui. Quand vous vous mariez, vous vous alliez à une autre famille. Une nouvelle famille, oui. Qui devient la vôtre. Parce que vous abandonnez, en tant que femme, je parle là dans la posture de femme. Lorsque la femme quitte sa famille, elle s'allie à une nouvelle famille qui devient la sienne. Et cette famille a un devoir de protection. Et il y a une sorte de filet de protection. Mais une fois que le filet se transforme en cage, on se sent asphyxié. Et il n'est plus question, si on veut sauver sa vie, il n'est plus question de silence, il n'est plus question de protection. Oui. Là, la protection dépasse largement le cadre de ce filet-là. Là, maintenant, il faut libérer la parole. Il faut libérer la parole, tout dire. Briser le silence. Pas tout dire juste pour dire. Dire pour sauver, dire pour se protéger. Vous avez dit, prononcé deux mots. Le premier mot, c'est supporter. Jusqu'à quel point? C'est là où se trouve en fait le piège. Jusqu'à quel point peut-on supporter? Peut-on supporter tout? Peut-on supporter en général? Alors,
sur le plan humain, vous savez que la douleur, même lorsqu'on parle de joie, la douleur, elle ne s'exprime pas de la même façon. Tout dépend de l'individu. Alors, le degré de douleur ne se ressent pas de la même façon. C'est vrai. Il est question ici également de voir jusqu'où, donc il n'est pas possible de déterminer réellement jusqu'où on peut supporter. Tout dépend de chacun. Oui. Il y en a qui arrivent à supporter jusqu'au bout, jusqu'à perdre leur propre vie. Et d'autres, à la moindre petite occasion, réussissent à s'échapper. Alors, trouver le point critique pour dire stop est un peu délicat. Donc, tout dépend de chaque individu. Quand le repli identitaire rend aveugle, on peut faire un commentaire de document pour se rendre compte que repli identitaire et aveugle est marqué au rouge. Qu'est-ce qu'on essaie de mettre en exergue à travers cette écriture-là? Le repli identitaire ici, on parlera plutôt, on le confrontera au terme étrangère. Oui. Parce que quand la femme rejoint sa nouvelle famille, en principe, elle devrait y retrouver sa propre famille. Mais paradoxalement, la femme qui rejoint la nouvelle famille est toujours perçue comme un intrus. Donc l'étrangère. Donc l'étrangère, effectivement. Et il est, dans certaines familles, l'intégration peut être complète, totale. Mais dans d'autres, il y a toujours cette petite retenue qui fait en sorte que qu'on ne l'intègre pas complètement, qu'on la voit toujours comme celle-là qui est venue ou le dépossédée du fils, du frère, du mari. Alors, rend aveugle en rouge, parce que lorsqu'on n'a pas le discernement et le recul nécessaire, on ne prend pas la peine de regarder la chose sous le point de vue de l'étrangère, entre guillemets. Oui. Et directement, elle est perçue comme un obstacle. Et le fait de la percevoir comme un obstacle rend aveugle la personne qui le perçoit et ne donne pas le discernement nécessaire pour voir où se trouve exactement le problème. Et du coup, elle est le bouc émissaire de tout. Est-ce que finalement, il faut conserver aujourd'hui le regard assez traditionnaliste qui pense que on n'épouse pas un homme, mais on épouse sa famille? Ou un regard un peu plus moderne qui estime qu'on épouse un homme et donc forcément sa vision et pas nécessairement sa famille? C'est une question un peu... Elle n'est pas si simple que ça. Parce que en épousant la modernité, on ne rejette pas ses racines. On est africain et dans ce cadre-là, on ne vit jamais seul. Quand on parle de famille, la famille ne se limite pas uniquement au mari, à la femme et aux enfants. Dans le contexte africain, la famille, c'est vraiment la famille élargie. Oui. Et dire qu'on devrait se limiter à la modernité pour dire qu'on épouse juste un homme, ce serait un peu rejeter ses racines. Oui. Oui. Donc la famille désormais, c'est la belle-sœur, c'est la cousine, c'est un peu tout le monde qu'on est censé embrasser et peut-être même satisfaire. Ça devrait être le cas dans le contexte africain, ça devrait être le cas. Parce que l'enfant quand il naît, on dit traditionnellement que l'enfant appartient au village. Tout à fait. Et lorsqu'il se marie, pourquoi est-ce que le lien se couperait? Donc, il est illogique de penser que le village élève l'enfant et lorsqu'il se marie, il se coupe complètement parce que du coup, on impose la modernité. Il allait fabriquer sa nouvelle famille. Voilà. Et donc, il ne doit plus regarder à l'arrière. Ça, ce serait injuste. Et puisque nous sommes les Africains, on se rend bien compte que dans le cadre de cette histoire, l'histoire d'une femme qui pleure, ce sont des femmes, des pleurs d'une femme qui certes pleure, mais ne se laisse pas du tout faire. Elle continue à avancer. L'histoire nous permet de nous rendre compte que quelquefois les hommes semblent percevoir le fait d'épouser une femme comme étant un service rendu à cette dernière. Ça nous permet de nous rappeler de cette scène-là qui est frappante dans votre livre,
qui démontre que la première fois que son mari, là je vais peut-être pas donner les noms, ou je vais les donner, son mari en fait, qui était encore son fiancé, lui il a 28 ans, elle a à peine 20 ans, il s'en va dans la belle famille, il va avec sa sœur, et puis il commence à parler, tenir un discours un peu pour dire qu'il venait sauver cette dernière du célibat, il monte sur ses grands chevaux, c'est parfois ça ou pas qui biaise le regard du mariage. Est-ce que les femmes sont sauvées par le mariage, entre guillemets? Sauvée par le mariage. Là encore, on se retrouve entre deux mondes. Lors de la dernière dédicace, je ne sais plus si c'était à Ebolova, il y a une lectrice qui m'a fait une remarque que j'ai trouvée pertinente. Elle m'a dit, le problème des femmes en ce moment, c'est que l'homme est resté dans sa posture du XVIIIe siècle, où l'homme était considéré comme le centre de l'univers. Et la femme, elle n'est pas restée dans cet environnement, elle a évolué, elle a muté. Et les hommes sont restés sur place. Les hommes sont restés sur place. Muté comment? Elle m'a fait comprendre que, en réalité, nos mamans nous ont trompés. Ah bon? Oui, j'ai trouvé ça pertinent. Nos mamans souffraient. Mais par la loi du silence, elles n'osaient pas parler. D'autres, beaucoup ont perdu la vie comme ça. Mais elles n'ont pas osé. Vous savez, même à la maison, même quand la maman souffre, vous voyez bien que le papa a été violent avec la maman. Vous vous rendez vers la maman, vous essayez de lui demander comment tu vas. Elle va tout faire pour te dire. Pour afficher un large sourire. Exactement. Exactement. Elles ont menti aux filles. Elles n'ont pas menti. Elles étaient sous le poids de la coutume, sous le poids de la société. Je ne vais pas dire société secrète, mais la société du secret. Mais les règles ont changé. Les femmes ont... Vous savez, avant, l'homme, c'était le chef de la famille. Oui. Il était le pourvoyeur des besoins. Mais regardez ce qui se passe actuellement. La femme ne reste plus, elle reste, entre guillemets, le ministre de l'Intérieur, mais elle est sortie de sa cuisine pour donner un coup de main à l'homme.
Donc, elle va chercher également le nécessaire pour la maison. Au même titre que l'homme, mais seulement l'homme ne se rend pas compte que la femme a muté et l'a retrouvé à l'extérieur pour lui donner un coup de main. Lui, il se contente d'être le chef de famille au lieu de revenir lui également à l'intérieur pour donner un coup de main à sa femme. Et c'est là où se trouve tout le problème. Il doit également s'impliquer à la maison, comme madame va également chercher de l'argent à l'extérieur. Exactement, puisque la femme est sortie et lui donne un coup de main sur le plan économique, normalement, il devrait aussi, pas de manière égale, mais se sentir concerné des choses de l'intérieur. Et c'est là où se trouve le problème, c'est là où se trouve la brisure. Les hommes ne veulent pas rentrer. Les hommes ne veulent pas rentrer. Après le boulot, ils veulent s'asseoir et s'amuser en espérant que madame ait cuisiné au retour du boulot. Madame rentre même un peu plus tard, complètement épuisée. Et il est couché au canapé, sur le canapé. Il attend. Mais madame, il n'y a rien à manger ici. Qu'est-ce que tu attends? Vous rentrez ensemble et vous posez vos sacs ensemble. Et il se retourne quand même vers vous et vous vous demande qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui. Eh bien, on marque un break et on revient. Royal FM. En cette fête de l'Ascension, MTN vous envoie ses pensées chaleureuses et vous souhaite une journée pleine de bénédictions et de bonheur. Alors, professeur Fleur Nadine Njok, épouse Vendôme, est-ce que là on ne demande pas aux hommes de partager un peu le pantalon avec les femmes? Non, pas du tout. Non, on ne leur demande pas de partager le pantalon. Donc il est question pour les hommes de laver les assiettes pendant que madame lave les marmites? Se sentir concerné ne veut pas forcément dire aller faire la vaisselle ou faire la lessive. Non. Se sentir concerné, c'est montrer à son épouse qu'on comprend qu'elle est fatiguée. Qu'on comprend qu'elle est fatiguée et qu'on n'exige pas quelque chose qui hier était tout à fait normal et qui aujourd'hui devient légèrement compliqué. Vous avez dit quelque chose d'essentiel. La femme a évolué et peut-être pas les hommes. Il y a plusieurs concepts qui doivent nécessairement évoluer. Et là, vous mettez quand même le doigt sur quelque chose qui peut faire mal. La question du mariage. Vous dites pour vous qu'il faut penser au bien commun, bien séparé. Il faut penser également à réaliser un contrat. Est-ce que nous ne sommes pas en train de sortir véritablement de notre africanité? S'il faut réfléchir aujourd'hui à partager ses biens ou bien à laisser chacun dans son foyer avec ses biens à soi, est-ce qu'on est réellement marié si madame a sa part et vous également de votre côté vous avez votre part? Peut-être pour répondre, il faut recentrer l'échange. Dans ce sens que le livre met en exergue la douleur, le cri d'une femme. Tout à fait. Écrasée par le poids d'un homme autoritaire. Non, peut-être pas même narcissique. Un homme autoritaire. Justement, Poiman est autoritaire, narcissique, mais ce qui vient exacerber ici, c'est le poids du clan. Nous disions tantôt que quand une fille va en mariage, elle laisse sa propre famille pour épouser la famille de son mari. Tout à fait. Ce dernier lui doit respect, protection. Elle trouve en cette famille sa famille qu'elle a laissée derrière elle. Et cette famille a le devoir d'adoption. Il arrive que parfois, le monsieur ne soit pas assez responsable. La fille se tourne alors vers la famille. Je veux dire par là, elle a forcément trouvé dans la famille quelqu'un avec qui elle s'entend le mieux. Oui. Dans le cas de Ngotunde, ce sont ses belles-sœurs. Ce sont ce qu'elle considère comme ses belles-mères. Alors, elle se tourne naturellement vers ses belles-sœurs, vers ses belles-mères, pour chercher de l'aide. Mais quand cette aide, quand elle arrive, elle apporte
un espoir et un peu d'oxygène dans le foyer de Poiman. Tout à fait. Mais le problème qui se pose ici, c'est que elle se tourne vers ses belles-sœurs et celles-ci ne lui accordent pas l'aide dont elle a besoin. Oui. Alors, si elle n'a pas d'aide du côté de son époux Poiman, elle n'a pas d'aide du côté de ses belles-mères, dites-moi vers qui elle va se tourner. Vous semblez dire vers la loi. Seule la loi peut sauver Gotunde. Parce que dans ce cas, le plus souvent, lors du mariage, l'homme est le plus, on va dire, il est celui qui, entre guillemets, est posé. C'est lui qui va chercher femme. Donc, il est responsable. Généralement, la femme, elle est plus jeune, parfois inexpérimentée, Oui. ou encore dans le cas de Ngotunde, elle est élève. Signer polygamie, monogamie, et de toute façon, dans notre contexte, dans notre environnement, dans notre culture, on ne parle pas de ces choses à haute voix. On ne connaît qu'un seul régime, soit vous choisissez, de plus souvent, même d'ailleurs, c'est monogamie, Oui. ou alors, et encore, vous ne pouvez même pas vous ne pouvez même pas parler de la communauté des biens ou la séparation de biens. Vous posez le problème, vous êtes immédiatement stigmatisé. On vous voit en vous une matérialiste. Une matérialiste Qui anticipe la séparation. qui anticipe la séparation. Or, le cas Ngotunde est un cas d'école. Cette fille, naïve, elle arrive, elle donne tout ce qu'elle a. Au sortir de là, si la loi ne vient pas sauver Ngotunde, elle aura vécu pourquoi et pour qui? C'est la raison pour laquelle ici, vous avez parlé, on pourra probablement parler de révolution de la conscience matrimoniale. Oui. Ce n'est pas une révolte, non. Mais c'est appeler à la conscience, à la révolution, pour que les uns et les autres soient conscients du fait que la vie peut changer. Ngotunde n'aurait jamais pensé à 20 ans qu'elle serait face à cette situation après 28 ans de mariage. Alors, s'il arrivait que Ngotunde se sépare de Poiman, que lui arrivera-t-il si la loi n'intervient pas? On voit bien dans votre récit que c'est une histoire très complexe. Nous avons un homme irresponsable, et vous l'avez dit, qui à un moment donné arrête de s'occuper des charges de la maison parce qu'il estime que sa femme travaille désormais et donc baisse les mains. Par contre, il continue à bénéficier des avantages qu'offre la vie maritale. Il peut manger, il peut arriver à la maison quand il veut. Vous avez un homme également qui est un haut fonctionnaire, qui est proviseur, qui se retrouve à détourner des petites filles dans son établissement. Sa femme construit une maison. Il vient habiter. Mais le livre semble dire que venir habiter dans la maison de sa famille, de sa femme, n'est pas bien vu toujours, dans la mesure où peut-être c'est à l'homme de trouver un toit pour la maisonnée. Est-ce que finalement un homme qui est attentiste, qui n'arrive pas à payer des lopins de terre, à construire une maison, sinon à participer, ne se condamne pas en quelque sorte quand une femme finit par mettre un toit sur la tête de la famille? Ça ne devrait pas condamner, puisque c'est, vous avez dit, communauté de biens. Lorsque vous êtes marié, vous ne mariez pas pour vivre séparément. Oui. Donc que la bénédiction, parce que je considère que c'est une bénédiction, qu'elle vienne de l'homme ou de la femme, ça devrait être considéré uniquement comme étant une bénédiction. Le problème de Ngotunde ici, c'est que Poiman du jour au lendemain s'est levé et a transformé le silence en piège. Oui. Et du jour au lendemain, Ngotunde est devenu son ennemi. Ses enfants sont devenus ses ennemis. Oui. Comment expliquer ce genre de choses? Jusqu'à présent,
Si ça avait été le cas dès le début, Ngotunde n'aurait pas passé 28 ans de mariage. Mais comment expliquer que du jour au lendemain, un homme qui bénéficie de tout, donc l'entourage, la femme, les enfants, ont accepté l'idée d'avoir un papa, d'avoir un époux de cet acabit. Oui. Et puis, du jour au lendemain, Il change. il change. Et puis le lecteur justement se pose la question, pourquoi il change autant de façon subite? Pourquoi il devient cet homme? Et c'est vrai qu'à l'intérieur, on a quand même le profil psychologique qui est dressé, mais jusque-là, on a bien du mal à percevoir ce qui a été l'élément déclencheur pour que cet homme devienne un monstre, finalement. Il y a des choses qui sont des mystères. Et là, vous êtes allé voir au village. Dans la dernière partie du livre, l'auteur ne voulait pas. À un moment, le livre ne finissait pas de cette façon. L'auteur a pensé que boucler le livre brutalement serait finir sur une condamnation. Oui. Alors, elle a voulu ouvrir pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe. Elle a voulu, en passant par la science, par la coutume, par la culture, essayer de se poser des questions, de partir sur des hypothèses parfois absurdes pour essayer de comprendre. Oui. Mais la question demeure. Qu'est-ce qui se passe? Pour qu'un homme change du jour au lendemain. Mais il n'a pas changé. Poiman n'a pas changé. Quand vous regardez, quand vous lisez, vous rendez compte que la toile a été tissée dès le départ. Poiman, en réalité, n'a pas changé. C'est Ngotunde qui s'est laissé prendre dans le piège. Au début, aveuglée par l'amour. Après, je pense qu'elle s'est résignée. Le problème, c'est que la résignation est devenue son propre piège. Oui. Et ne voulant pas y laisser la vie, heureusement pour elle, parce que le déclic a été... elle a ressenti le déclic au bon moment. D'autres femmes n'arrivent pas à ce niveau. Elle meurt à petit feu, elle meurt dans l'angoisse, la peine. Elle finit par partir définitivement. Et ça, c'est la lutte de Ngotunde. Refuser de baisser les bras, refuser de sombrer dans le silence et de s'en aller à petit feu. Aujourd'hui, on se pose la question, quand on a une famille, pour les jeunes demoiselles, les jeunes mariées, ou celles qui s'apprêtent à s'engager, lorsqu'on a une famille trop présente, on a un mari qui ne nous protège pas suffisamment devant sa famille, ou qui fait semblant et dans le noir tisse des mensonges, dit tout et n'importe quoi sur vous. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va en affront avec la belle famille? Ou alors on utilise des mesures de protection pour éviter de se retrouver en difficulté? Comment est-ce qu'on fait quand on a cette famille, belle famille, qui est un problème finalement? Et que le mari est muet? J'ai reçu un témoignage d'une dame qui me disait que elle était une autre Ngotunde. Et elle m'a dit qu'elle vivait exactement la même situation, mais que elle, face à l'inaction de son mari, c'est elle qui est en guerre avec contre sa belle famille. Et elle a demandé à son mari de rester en retrait et de ne pas intervenir quoi qu'il se passe. Oui. Je lui ai dit, ça, toi tu es bien courageuse. Mais je ne le conseillerais pas parce que tout dépend du tempérament de chacun. Affronter sa belle famille n'est pas la meilleure chose à faire. Il faut se laisser faire. Ngotunde ne s'est jamais laissé faire. Ngotunde n'est pourtant jamais allé au front contre sa belle famille. Jamais.
Mais elle ne s'est pas non plus laissée faire. Elle travaillait en interne chez elle sans aller en guerre contre sa belle famille. Ouais. Il y a des solutions. On peut chercher de l'aide. Il y a des professionnels pour ça. On peut chercher de l'aide à l'extérieur. Mais le souci dans cette aide-là, c'est que ceux qui sont en face de toi ne vivent pas ta situation. C'est vrai. Ils ne comprennent, ils peuvent donner l'impression de comprendre, mais comme ils ne vivent pas la situation, ils vont vous donner des avis, pardon, qui plus ou moins ne sont pas des avis appropriés à votre situation. En réalité, puisque vous êtes à l'intérieur, vous vivez le fait, vous ressentez dans votre corps, dans votre chair, c'est assez difficile pour quelqu'un extérieur de pouvoir avoir un regard assez panoramique sur ce que vous vivez. C'est très difficile. C'est très difficile. Alors la solution ne viendra que de vous. Il faut prendre le taureau par la corne. Il faut prendre le taureau par la corne, essayer de gérer ses problèmes soi-même. Mais surtout, je dirais, arrêtez de vivre dans le silence. Parce que vivre dans le silence, c'est non seulement vivre dans le déni, c'est accepter de souffrir et accepter de mourir. Et vous conviendrez que lorsque vous mourrez, il n'y a personne qui viendra témoigner à votre faveur. Si vous mourrez, vous êtes coupable automatiquement. Regardez ce qui s'est passé avec le suicide de... Je ne me souviens pas très bien de son nom. La dame qui s'est suicidée avec ses enfants. Avec ses enfants. Qu'est-ce qui a été dit et n'a pas été dit sur les réseaux sociaux, les médias? Elle a été condamnée, lapidée, lynchée. Ouais. Mais qui s'est posé la question de savoir qu'est-ce que cette femme a enduré avant d'en arriver là? On ne se donne pas la mort de gaieté de joie. Du tout. Il y a bien quelque chose. Il y a eu un élément déclencheur. Qui a posé la question à son mari? Qui a incriminé son mari? Son entourage? Personne, je vous assure que personne ne se suicide sans laisser un signe, sans laisser un signe précurseur ou une alerte ou quoi que ce soit. Tout à fait. Personne. Tout à fait. Vous avez quand même parlé de silence, professeur. Mais lorsque vous dites qu'il ne faut pas garder le silence et la confidentialité du couple, alors, on dit souvent que les choses qui ne vont pas bien se gèrent dans la chambre. J'ai l'habitude de dire, si les murs pouvaient parler, vous vous imaginez ce que les murs pourraient dire et révéler sur la vie des couples? Bien de choses. Si on demande de garder le silence, combien de fois, oh mon Dieu, j'ai suivi cette expression. Les choses du couple se gardent, se gèrent dans le chambre. couple. Ne mêlez pas les enfants à vos problèmes de couple. Ne pose pas tes problèmes, ne sors pas tes problèmes de couple à l'extérieur. Ngotunde ne serait plus de ce monde si elle n'avait pas parlé, si elle ne s'était pas exprimée. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut sortir les problèmes de couple. Ce n'est pas ce que je dis. Avant que Ngotunde ne s'exprime publiquement, elle a quand même fait 28 ans d'essai. Elle a quand même supporté, essayé de gérer pendant 28 ans ses problèmes en interne. Quand ça n'a pas réussi en interne, elle a élargi vers sa famille adoptive. Tout à fait. Ça n'a pas marché. Vous vous rendez compte, vous avez lu le livre. À un moment, même la famille de Ngotunde Poiman était tellement expert en manipulation que même la famille de Ngotunde a mis en doute ce que cette dernière disait. Oui. Vous vous rendez compte? Le piège dans lequel le silence peut mener? C'est une épée à double tranchant. Vous gardez le silence trop longtemps, vous mourrez. Vous parlez un peu trop vite, vous pouvez aussi mourir. Tout est dans le timing, il s'agit de trouver le juste milieu.
Le seuil de l'intolérable. Le seuil de l'intolérable. Alors aujourd'hui, elles sont très nombreuses, peut-être qui se sont mariées ce samedi, je vais dire le samedi qui vient de passer. D'autres le feront encore au cours de la semaine qui arrive. Qu'est-ce qu'il faut savoir lorsqu'on s'engage dans le mariage? Vous êtes marié, vous avez l'expérience, vous avez écrit sur la question, on sent bien que vous l'avez tourné dans tous les sens possibles. Que faut-il savoir lorsqu'on va en mariage? Nécessairement. Que l'amour ne suffit pas. L'amour que vous pensez ressentir, l'amour que vous sentez vivre, l'amour que vous pensez respirer ne suffit pas. La réalité est tout autre. Vous ne pourrez pas vivre uniquement de cet amour-là. La réalité va vous rattraper. Alors, à défaut d'être considéré comme asocial ou matérialiste, moi je dis qu'il faut sortir de l'ignorance et du tabou. Le tabou, non seulement financier, mais le tabou aussi sur la culture. Oui. Comprendre quelles sont les implications de la communauté ou de la séparation des biens. Généralement, on signe pour signer. Vous pouvez signer, je ne suis ni pour ni contre un régime. Je ne suis ni pour ni contre un régime. Donc vous n'êtes ni pour les biens séparés ou les biens communs? Non, non, pas du tout. Ce que je dis, mais c'est l'idéal, qu'il c'est faut quoi le pour vous? faire, il faut le faire en toute conscience. Il faut être informé des implications de l'un et des implications de l'autre. Mais surtout exiger une transparence même financière. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Oui. La terre, on dit la terre tourne. Vous allez vous retrouver de quel côté demain? Cela ne veut pas dire... une lectrice m'a posé cette question. Est-ce que ça veut dire que dès le départ, on doit commencer à mettre de côté les preuves, les documents? C'est complexe. C'est vraiment complexe. Mais ce qui est sûr, c'est que la situation dans laquelle se retrouve Ngotunde appelle à une prise de conscience, pardon. Et peut-être même passer à l'acte. Alors, si vous avez votre petite fille qui s'apprête à convoler en juste noces, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à présent, je cale véritablement sur le régime. Est-ce qu'on va lui dire, il faut, lorsque tu vas aller dans ton mariage, d'abord choisir le régime avec les biens séparés. Et ensuite, rassure-toi de faire la comptabilité de tous tes acquis. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les gens se marient pour le matricule. Lorsque vous entrez dans le mariage, prends le soin de mettre de côté la facture de chaque chose que tu achètes. Parce qu'on ne sait jamais. Un jour, ça peut se gâter. Également, mets ton titre foncier, non pas au nom de l'homme. On ne laisse pas qu'on mette le titre foncier toujours au nom de l'homme. Si le terrain en Kwaban était à ton nom, que le terrain de, je sais pas trop, Emana soit à son nom. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut voir les perspectives lorsqu'on va se marier? C'est pas juste? Vous rendez compte de l'engrenage dans lequel vous allez vous retrouver en faisant ça? Mais c'est complexe, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je pense qu'on doit revenir aux sources. On doit revenir. Le souci ici, c'est que la conscience tend à disparaître. Tout est devenu calcul. Oui. Tout est devenu profit. Mais dans le mariage ne devrait pas être calcul et profit. Ça bascule lorsque l'un des partenaires considère l'autre comme son bien. Oui. Ça bascule lorsque l'autre partenaire pense posséder son conjoint ou sa conjointe. Ça bascule lorsque l'autre partenaire
se prend pour le centre du monde et considère son partenaire ou sa partenaire comme étant un idiot. D'accord. Et c'est-à-dire qu'on doit aller de façon égalitaire dans le couple? Parce qu'il faut quand même savoir que jusqu'à présent, on dit toujours à l'Amérique que c'est l'homme qui est le chef de la famille. L'homme... C'est ce que j'ai écouté samedi dernier. Jean-Jacques, oui. Que l'homme, c'est le chef de la Vous famille. avez lu le livre, non? Vous avez vu que le fils de Poiman a volé en juste de noces. Et c'est ce que le maire a dit également. Mais il a aussi dit que le chef de famille ne se résume pas au sexe. C'est pas parce que vous êtes un homme que vous êtes automatiquement chef de famille. Être chef de famille s'accompagne de responsabilités. Voilà. Être chef de famille s'accompagne de devoirs. Alors, si c'est la femme, la fille dans le foyer qui assume toutes les responsabilités de chef de famille, allez-vous me dire que le chef de famille sera l'homme parce qu'il a le sexe masculin? C'est une question difficile, hein? Professeur, c'est une question difficile. Est-ce à dire que si monsieur ne rapporte plus rien à la maison, il perd tout de suite son titre de chef de famille? Le chef de famille, c'est qui? Le chef de famille, c'est quoi? Un chef de famille, c'est pas un titre. Un chef de famille, ce sont les responsabilités, le devoir de protection, le devoir de pouvoir aux besoins, le devoir de sécurité, le devoir d'éducation. Et quand, dans la famille, c'est la femme qui remplit tous ces rôles. C'est elle le chef de famille. C'est elle le chef de famille. Je ne sais pas si Oumia Lekoumé est d'accord ou ceux qui nous écoutent également le sont. Je ne sais pas. Donc c'est la femme maintenant, le chef de famille et l'homme. Dans le cas où c'est la femme, le chef de famille, si c'est un titre, c'est comme on nommerait un directeur général de société ou un responsable d'entreprise. Mais tout dépend de la capacité, tout dépend de la compétence, tout dépend des aptitudes de la personne qui est nommée à ce poste. On ne regarde pas le sexe. S'en tenir au sexe et rester au sexe. Je pense que cette période-là, cette époque est révolue. Et dépassée. Voilà. Elle est révolue, cette époque. Il s'agit ici de remplir ses responsabilités. Il s'agit ici d'accomplir son devoir. C'est pour cette raison que tout à l'heure, vous avez parlé de porter le pantalon. Qui porte le pantalon dans la maison? Ça veut dire qu'aujourd'hui, être chef de famille, c'est une conquête permanente. Tant que vous avez la possibilité de remplir ou d'assumer toutes vos charges, vous l'êtes. À partir du moment où vous ne pouvez plus, vous perdez le pantalon, vous perdez effectivement votre posture de chef de famille. Vous voyez, c'est là où c'est un peu délicat. Parce que si vous allez dans ce sens-là, vous serez en train de dire que Poiman, par exemple, a perdu sa responsabilité de chef de famille parce qu'il a perdu, soi-disant, son poste et qu'il ne remplit pas ses responsabilités. Non. Tout dépend de comment se passent les choses. Dans beaucoup de familles aujourd'hui, c'est la femme qui tient les rênes du foyer. Mais cela n'enlève en rien la responsabilité ou le grade, si vous voulez que je l'appelle ainsi, de chef de famille à l'homme. Non. Mais qu'est-ce que l'homme en fait quand vous démissionnez de toutes vos responsabilités et vous abandonnez même votre rôle de chef de famille, votre casquette de chef de famille à la femme, et qu'à la fin vous veniez réclamer le titre de chef de famille, c'est quand même injuste. C'est injuste. C'est vrai. Ne pas pourvoir aux besoins de la famille n'enlève en rien votre responsabilité de chef de famille.
Tout dépend de comment est-ce que les choses se passent. Lorsque vous ne voulez même pas être impliqué dans les activités de votre famille, vous n'êtes pas impliqué dans tout ce qui se passe, et qu'à la fin, vous venez taper de la poitrine pour dire « je suis le chef de famille », c'est absurde. Le débat est... je sais pas trop, je sais pas, mais je reçois sur mon téléphone des avis. Ça, je vais pas lire cet avis. Peut-être je partagerai avec vous plus tard. Mais c'est un point de vue. Et ce que je vais dire, c'est qu'il ne faut surtout pas juger ce livre à la couverture, car le repli identitaire rend aveugle, chronique d'un mariage confisqué. Je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. J'étais d'accord sur plusieurs points de vue. Il y a évidemment d'autres éléments à l'intérieur qui m'ont fait réfléchir et je n'étais pas nécessairement d'accord. Mais si on est d'accord sur une chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut peut-être passer à une éducation matrimoniale avant de s'engager. Il faudrait que les deux partenaires soient préparés. Il faudrait que ce soit les garçons ou les filles soient suffisamment prêts à assumer ce rôle et à s'engager. Parce que le mariage, c'est aujourd'hui devenu beaucoup plus la fête qu'on regarde. On se dit, au regard de mon âge, il faut que je marie, il faut que je m'engage. Mais est-ce vraiment des motivations qui devraient amener les uns et les autres à se marier? Puisqu'il y a quelqu'un qui insiste au téléphone. D'habitude, on ne prend pas les personnes au téléphone, mais on va faire une exception. Au téléphone, allô? Oui, Jean-Jacques Foucault, bon après-midi. Bon après-midi. Bienvenue. Oui, c'est Constant Simon. Bienvenue, Constant. L'invité t'écoute. Merci beaucoup et je vais rester à votre invité. Jean-Jacques Foucault, je reconnais que d'habitude vous ne prenez pas les appels, mais j'étais extrêmement irrité en écoutant votre... Non, Constant, oui. Donnez votre point de vue, ce que vous pensez. Vraiment, ne soyez pas blessé. C'est un débat, ce sont des opinions qui s'émettent. Vas-y. Oui, Jean-Jacques Foucault, moi je pense qu'en réalité, la radio a aussi une qualité pédagogique. S'il vous plaît, il y a des émissions dans une émission, c'est-à-dire on est censé apprendre, enseigner pour les panélistes et apprendre pour les auditeurs. Mais écoutez, c'est un nombre de choses, franchement, c'est assez catastrophique. Puisque l'homme chef de famille, ça a été initié depuis la nuit des temps. C'était initié par la divinité. Et en aucun cas vous n'entendrez un maire vous dire que non, l'homme perd sa casquette, c'est des chefs de famille parce qu'il n'a plus de moyens. Non, c'est une catastrophe. C'est quasiment impossible. Quel que soit le cas, à grand jamais, ça ne sera possible que l'on perde sa casquette juste à cause d'une affaire de moyens. Une femme va beau être chef d'État, elle va beau être milliardaire, mais elle ne sera jamais, mais alors jamais chef de famille. Même si l'homme n'apporte pas à manger. Pardon? Oui, allez-y. Elle va prendre la parole tout à l'heure. Appartient à l'homme. C'est l'homme qui est le chef de la famille. Je vous ai dit ça a été initié par la divinité. Donc, moi, je pense que on devrait plutôt amener les hommes un peu irresponsables à prendre leurs responsabilités. Mais de là à penser que c'est une question d'argent qu'ils ont cette casquette de chef de famille, c'est quasiment faux. Excusez-moi, mais ça ne se fait pas et ça ne se fera jamais. Merci beaucoup. Merci Constant, on prend la publicité et vous allez réagir. Royal FM. Alors merci, professeur Fleur Nadine Jog, vous voyez bien que les hommes tout de suite se sentent un peu... c'est un discours qui peut déranger, mais repréciser, parce qu'apparemment vous n'avez pas été très bien entendu. Merci Jean-Jacques. Et justement, je dirais à M. Constant qui n'a pas suivi, dès qu'il a eu la première phrase, il s'est braqué. S'il avait suivi l'intervention jusqu'au bout, il comprendrait que nous sommes sur la même longueur d'onde. Oui. Il n'a jamais été question ici de dire que l'homme perdait sa casquette de chef de famille parce qu'il n'a pas les moyens. Ce n'est pas ce qui est dit. Et je suis tout à fait d'accord avec lui parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui que vient la responsabilité de chef de famille. Donc, il n'est pas question ici de dire que parce que l'homme n'a pas les moyens, il perd sa casquette. Non. Et j'interpellerai également, je suis d'accord aussi dans ce sens, et c'est dans ce sens que va le livre de l'éducation, à mener les garçons, les hommes, à prendre leurs responsabilités.
j'interpelle également Monsieur Constant sur le fait de, s'il vous plaît, juger le livre ou le contenu d'un livre sur la base d'une intervention radiophonique serait réducteur. Pour comprendre le nœud du problème, pour comprendre la problématique qui est ressortie ici, je prierai Constant d'acquérir l'exemplaire de l'ouvrage. Et où est-ce qu'on va trouver les livres alors, professeur? Dites-nous. Je pense que mon éditeur m'a confirmé que le livre est disponible à la librairie des Peuples Noirs. La librairie des Peuples Noirs. À la librairie des Peuples Noirs. D'accord, on peut vous y trouverez, aller. Voilà, vous trouverez un exemplaire là-bas. Je rappelle que c'est un livre d'à peu près 338 pages. 338 pages, c'est énorme, c'est une belle histoire. À l'intérieur, le narrateur nous a dressé quelquefois le profil psychologique. Et vous avez également la chance d'avoir quelques références au niveau du droit. Et moi, c'est ce qui m'a impressionné parce qu'on a fait beaucoup de recherches. Alors, parce que malheureusement, on doit se séparer. Je voulais pas, mais le temps passe tellement vite, on n'a pas dit tout. Il y a beaucoup à dire, c'est pour cette raison que les auditeurs iront certainement chercher le livre. Je reprends encore le titre. Quand le repli identitaire rend aveugle, chronique d'un mariage confisqué. C'est du professeur Fleur Nadine Djoka, épouse Mvondon Mvondor. Qu'est-ce qu'il faut retenir au sortir d'ici avant d'aller tout de suite prendre le livre? Ce qu'il faut retenir ici, c'est que si l'auteur a écrit ce livre, c'est parce qu'elle s'est retrouvée prise au piège, comme dans une sorte de filet qui est devenu une cage. Ah, c'est donc inspiré des faits vécus. Pas directement par vous, mais peut-être dans l'environnement social. Le livre est un récit de vie. C'est un récit de vie. Oui. Il ne s'agit pas d'une fiction. Et je recommanderais, pour mieux comprendre l'enjeu ici, c'est d'acquérir l'exemplaire et de le lire. Mais je ne finirai pas, je sortirai plutôt par interpeller, parce que l'objectif de cette écriture est triple. Déjà, il fallait que l'auteur ou l'héroïne Ngotunde Manmout survive. Et sa porte de sortie, c'était l'écriture. Au-delà de la survie, il y a le fait qu'elle voulait être la voix des sans-voix. Il y a des milliers de femmes qui sont dans la même situation, qui vivent les mêmes horreurs dans leur environnement, mais qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Elles n'ont pas le pouvoir qu'a l'auteur de s'adresser au public. Tout à fait. Et le dernier point, c'était ce plaidoyer que l'auteur ressort ici sur la sensibilisation à l'éducation, que ce soit juridique ou maritale, aux jeunes couples avant qu'ils ne s'engagent, parce que c'est très important. Et une dernière citation que l'auteur voudrait dire et adresser à toutes celles qui se sentent concernées par l'histoire de cette héroïne. Elle dira, je vais citer, « Ta valeur ne dépend pas du regard que le clan qui refuse de te voir dans la lumière. Tu es une bâtisseuse et tu n'es pas une coupable. » Je dirais également qu'il n'y a aucune honte à reconquérir sa dignité. Et reconquérir cette dignité-là commence le jour où on refuse de porter la honte qui appartient en réalité à ceux qui vous oppriment. Briser le silence. Il faut briser le silence car ta voix est ton arme la plus puissante. Je sortirai par là. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, professeur, d'être passé à la radio et d'avoir échangé avec nous pendant pratiquement 1 heure. Merci d'être passé et surtout bonne continuation. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. C'est dommage parce que le temps file très vite. Oui, malheureusement. On espère qu'on aura une autre occasion. Je l'espère bien.